Bonjour mes chers amis, je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 82 ans et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et en même temps la plus transformante de ma vie. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. C'était en décembre 1973. J'avais 38 ans et j'étais une femme au foyer dévouée, mère de 3 magnifiques filles. Sandra, l'aînée âgée de 18 ans, Marcia, 16 ans, et Lucie, la benjamine, 14 ans. Nous vivions dans une maison simple, mais très bien entretenue, dans le quartier de l'Ipiranga, à Sao Paulo. Mon mari, Roberto, travaillait comme comptable dans une usine de textile à Brás. Le 20 décembre de cette année-là était un jour spécial. Sandra, ma fille aînée, allait recevoir son diplôme d'école normale. Vous savez ce que cela signifiait à l'époque? C'était le rêve de toutes les jeunes filles de familles modestes de devenir enseignantes. C'était un métier respecté, honorable, qui garantissait un avenir meilleur. J'avais économisé chaque centime pendant 2 ans pour lui acheter sa robe de diplômée, une robe bleu ciel avec de la dentelle française qui coûtait une fortune, 200 cruzeiros. Pour vous donner une idée, le salaire de Roberto était de 400 cruzeiros par mois. Ce jour-là, je me suis réveillée à 5 heures du matin. Le ciel était encore sombre, mais j'étais déjà dans la cuisine à préparer le café. J'ai fait des pains de queijo, la spécialité de la maison, un gâteau de farine de maïs et du café fraîchement préparé. Je voulais que Sandra ait un petit déjeuner spécial le jour de sa remise de diplôme. Roberto dormait encore quand j'ai commencé à repasser sa robe avec le plus grand soin. Chaque pli, chaque détail devait être parfait. J'ai chauffé le fer à repasser sur le poêle à bois. Nous n'avions pas de fer électrique à l'époque. À 6h30, j'ai réveillé les filles. Sandra était radieuse, les yeux brillants d'émotion. Marcia et Lucie étaient tout aussi enthousiastes. Après tout, c'était un grand jour pour toute la famille. Roberto s'est levé à 7h, a pris son café noir habituel, en lisant le journal comme tous les jours. Cela semblait être un jour ordinaire, mais quelque chose était différent. Aujourd'hui, avec du recul, je perçois les signes que j'avais ignorés. Il était trop silencieux et évitait mon regard. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il a répondu que c'était juste la fatigue de fin d'année. L'usine avait beaucoup de commandes pour Noël, je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Nous étions mariés depuis 20 ans. C'était un bon père, un mari présent. Je n'avais jamais donné de raison de me méfier. La remise des diplômes devait avoir lieu à 19h au collège d'État Rodrigues Alves. J'ai passé toute la journée à tout organiser. J'ai coiffé Sandra au salon de Madame Thérèse, juste au coin de la rue. Cela a coûté 15 cruzados, mais en valait la peine. Elle était magnifique avec ce chignon haut, orné de pinces dorées. Les autres filles se sont aussi préparées. Lucie voulait mettre du rouge à lèvres, mais je ne l'ai pas laissée. Elle est encore trop jeune, lui ai-je dit. Je ne savais pas qu'en quelques mois, elle devrait mûrir à contre-cœur. À 16h, Roberto est rentré du travail et a dit qu'il devait prendre une douche et se préparer. Il est monté dans la chambre et y est resté un bon moment. Quand il est redescendu, il portait le seul costume qu'il avait, un bleu marine, et la cravate rouge que je lui avais offerte pour son anniversaire. Il était élégant, sentait bon. Il avait mis de la brillantine dans ses cheveux et s'était rasé. J'ai pensé... C'est bien, il veut être présentable pour la remise des diplômes de sa fille. À 17h30, Sandra était déjà prête. La robe bleue mettait en valeur ses yeux marrons. Ses cheveux étaient impeccables et les chaussures blanches que sa marraine lui avait offertes brillaient. J'ai pris une photo d'elle avec l'appareil photo Kodak que nous avions. J'ai encore cette photo jaunie par le temps, mais son sourire reste éclatant comme ce jour-là. Roberto est descendu les escaliers en portant une valise. Une valise? Mon cœur s'est glacé, mais il a dit « C'est le matériel de l'usine. Je dois le déposer au bureau avant la remise des diplômes. Je prendrai le bus et vous y retrouverez. » Il a embrassé Sandra sur le front et lui a dit qu'il était fier d'elle. Il a embrassé les autres filles. Quand il est arrivé près de moi, il a hésité, m'a fait un petit bisou rapide sur la joue et est parti. « Ne tarde pas, Roberto », lui ai-je crié depuis la porte. La remise des diplômes commence à 19h précise. Il a fait un signe de la main sans se retourner.
Ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Nous sommes arrivés au collège à 18h45. La salle était remplie de parents fiers, de grands-parents émus, de frères impatients. J'ai cherché Roberto du regard. Rien. Il doit être en route, pensai-je. 19h. Le directeur est monté sur scène. Ils ont commencé à appeler les diplômés. Je cherchais encore Roberto. 19h15, 19h30. Quand le nom de Sandra a été appelé, elle est montée sur scène, ses yeux cherchant son père dans l'assistance. Je voyais la déception sur son visage lorsqu'elle ne l'a pas trouvé. La cérémonie a duré 2 heures d'angoisse grandissante. Où était Roberto? Avait-il eu un accident? Se sentait-il mal? 1000 pensées traversaient mon esprit, sauf une. Jamais, à aucun moment, il ne m'est venu à l'esprit la véritable raison de son absence. Quand nous sommes rentrés à la maison, à 22h, la première chose que j'ai faite a été de vérifier l'armoire. Tous les vêtements avaient disparu, les documents aussi, les économies que nous gardions dans une boîte de lait en poudre en haut de l'armoire, vide. 320 cruzado, notre sécurité, notre réserve pour les urgences, tout avait disparu. Sandra portait encore sa robe de fin d'études quand elle s'est effondrée dans le fauteuil du salon. Les larmes coulaient, gâchant le maquillage qu'elle avait soigneusement appliqué. Marcia a pris sa sœur dans ses bras. Lucie me regardait ne comprenant pas. « Maman, où est papa ?» Comment expliquer à une fille de 14 ans que son père, son héros, avait simplement abandonné la famille? Comment lui dire que cet homme qui lui enseignait les maths chaque soir, qui l'emmenait manger une glace le dimanche, qui promettait qu'un jour elle serait docteur, était parti sans même dire au revoir? Cette nuit-là, aucune de nous n'a dormi. Nous sommes restés toutes les 4 blotties sur mon lit en pleurant. Sandra ne cessait de poser la question. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman ? Pourquoi il ne voulait pas me voir pour ma remise de diplôme? Comment lui dire que ce n'était pas sa faute ? Que parfois les adultes prennent des décisions égoïstes qui détruisent la vie des autres. » Le lendemain, la vérité a commencé à apparaître. La voisine, Madame Constance, est venue me dire qu'elle avait vu Roberto sortir de la maison avec une valise et monter dans une voiture. « Une coccinelle verte !» a-t-elle dit, conduite par une femme blonde. Mon estomac s'est noué. Blonde? Quelle femme blonde? C'est à ce moment-là que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. La prof de piano de Lucie, Madame Isabelle Blonde, jolie 28 ans, célibataire, vivait seule dans un appartement à Villa Mariana. Roberto avait insisté pour que Lucie prenne des cours de piano. Il disait que c'était important pour son éducation. Maintenant, je comprenais la véritable raison. J'ai cherché son appartement, vide. La gardienne m'a dit qu'elle avait déménagé la nuit précédente. Elle est partie avec un homme en costume bleu, a-t-elle dit. Ils ont emporté plein de valises. Ils avaient l'air heureux. Heureux? Pendant que nous 4 pleurions à la maison, ils étaient heureux de commencer une nouvelle vie. J'ai découvert plus tard, grâce à un cousin de Roberto qui vivait à Santos, qu'ils étaient partis pour Rio de Janeiro. Il avait obtenu un emploi là-bas grâce à elle. Tout était planifié, tout était prémédité. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était physique. C'était comme si on m'avait arraché une partie de moi. 20 ans de mariage jeté à la poubelle, 20 ans de dévouement, d'amour, de construction d'une famille, tout détruit par une passion éphémère d'un homme d'âge mûr. Mais tu sais ce qui a fait le plus mal? Ce n'était pas la trahison, mais l'abandon des filles, voir leur souffrance. Sandra ne voulait plus porter sa bague de diplôme. Elle l'a mise dans un tiroir et n'y a plus jamais touché. Marcia s'est renfermée, elle est devenue méfiante. Lucie a cessé de sourire. Ma cadette, joyeuse et bavarde, s'est transformée en une petite fille silencieuse, toujours effrayée à l'idée d'être abandonnée de nouveau. Les premiers jours ont été un enfer. Nous n'avions pas d'argent pour la nourriture. Le loyer était en retard. Les factures s'accumulaient. Je n'avais jamais travaillé à l'extérieur, je n'avais pas de métier. Je savais cuisiner, nettoyer, m'occuper de la maison, mais cela ne payait pas les factures. Le désespoir s'est installé. Comment allais-je nourrir seule mes 3 filles? C'est alors que j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas, une force venue d'un endroit profond, primitif, viscéral, l'amour d'une mère. J'ai regardé mes filles et je me suis promis, elles ne manqueraient jamais de rien. Elles iraient à l'école,
elles auraient un avenir avec ou sans père. Le 23 décembre, 3 jours après la cérémonie de remise des diplômes, je suis sortie de chez moi à 6 heures du matin. J'ai frappé à chaque porte du quartier offrant mes services, ménage, lessive, repassage, cuisine. Ce dont ils avaient besoin, je le ferais. À la fin de la journée, j'avais réussi à décrocher 3 sessions de nettoyage par semaine et 2 maisons pour laver le linge. C'était dur, oui, mes mains étaient gercées à cause du savon. Mon dos me faisait mal d'avoir frotté le sol. Mais chaque fois que je rentrais épuisée à la maison et que je voyais mes filles, ma force se renouvelait. Elles avaient besoin de moi, j'étais tout ce qu'elles avaient. Sandra a reporté son projet d'aller à l'université. Elle a trouvé un emploi comme enseignante remplaçante dans une école maternelle. Le salaire était faible, mais cela aidait. Marcia s'est mise à s'occuper de la maison et de sa sœur cadette pendant que je travaillais. Lucie, ma petite Lucie, a mûri du jour au lendemain. Elle a arrêté de demander des choses, elle a cessé de se plaindre. Quand je rentrais tard du travail, elle avait réchauffé le repas et rangé la cuisine. Ainsi s'est achevée l'année 1973. Une année qui aurait dû être une célébration pour le diplôme de Sandra s'est transformée en la plus difficile de nos vies. Mais c'était aussi l'année où nous avons découvert notre force, l'année où nous avons appris que la vraie famille, c'est celle qui reste, qui soutient, qui n'abandonne pas. Roberto n'a jamais donné de nouvelles, n'a jamais appelé, n'a jamais envoyé un centime pour aider ses filles. C'était comme si nous étions mortes pour lui. J'ai découvert plus tard qu'il avait eu 2 enfants avec la professeure de piano. Il avait fondé une nouvelle famille pendant que l'ancienne luttait pour survivre. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je dis merci. Je remercie qu'il soit sorti de nos vies. Parce que s'il était resté, je n'aurais jamais découvert la femme forte que j'étais. Je n'aurais jamais prouvé à mes filles qu'une femme peut en effet réussir seule, que nous n'avons pas besoin d'un homme pour être complète. Lorsque le Noël de cette année-là est arrivé, il n'y avait aucun cadeau sous le sapin. En fait, nous n'avions même pas d'arbre. Le 24, j'ai fait de mon mieux, un poulet rôti, de la farofa et un flan au lait concentré que Madame Thérèse m'avait appris à faire sans four. Les filles essayaient de feindre la joie, mais le vide à la table criait plus fort que toute conversation. L'année 1974 a commencé par une expulsion. Le propriétaire n'a eu aucune pitié. 3 mois de loyer impayés, c'était trop pour lui. Le 15 janvier, nous avons dû partir. Je me souviens encore du camion de déménagement qui emportait nos quelques meubles, tandis que les voisins regardaient par la fenêtre. Certains avec pitié, d'autres avec ce regard de jugement qu'on ne peut connaître qu'après avoir vécu cela. Nous avons trouvé une petite chambre au fond de la maison de ma comadre Zilda, là dans le Jardim São Paulo. 2 pièces minuscules où à peine nous étions 4. Sandra et Marcia partageaient un lit simple. Lucie dormait avec moi. La cuisine était un réchaud dans un coin de la chambre. La salle de bain était partagée avec 3 autres familles. Mais sais-tu ce que j'ai appris durant ces jours? La dignité ne se mesure pas à la taille de la maison. Elle se mesure à la tête haute avec laquelle tu sors travailler chaque jour. Et je sortais à 5 heures du matin tous les jours. Je prenais 3 bus pour arriver chez Madame Marthe à Morumbi où je faisais le ménage 3 fois par semaine. Madame Marthe était la veuve d'un industriel. Une maison de 3 étages, 5 salles de bain, une piscine. Elle payait bien, mais exigeait la perfection. Chaque carrelage devait briller comme un miroir, chaque meuble ciré jusqu'à refléter ton image. Parfois, en nettoyant ces immenses pièces, je pensais, quelque part dans la rivière, Roberto doit être dans une maison comme ça, avec la professeure. Mais ces pensées ne duraient jamais longtemps. Je n'avais pas le temps de ressasser mes rancunes. Le mardi et le jeudi, après avoir fini le ménage chez Madame Marthe, je courais chez Dr Sergio, un médecin du Jardim Europa. C'était du linge à laver et à repasser, des montagnes de chemises qui devaient être impeccables. J'apprenais à repasser les cols et les poignets comme une professionnelle du pressing. Le mercredi et le vendredi, je travaillais à la pension de Madame Carmen, en centre-ville. J'aidais en cuisine, préparant le déjeuner pour 40 pensionnaires. C'est là que j'ai perfectionné mes compétences culinaires. Madame Carmen était sévère, mais juste. Elle m'a appris à calculer les quantités, à ne pas gaspiller les restes, à faire durer l'argent. « Marie-Hélène, disait-elle,
Cuisiner en grande quantité est facile. Le vrai défi, c'est de faire des miracles avec peu. Le samedi, quand je le pouvais, je faisais des ménages supplémentaires. Mariage, baptême, fête d'anniversaire. Partout où ils avaient besoin d'aide pour nettoyer après, j'étais là. Chaque centime était précieux, chaque franc économisé, un sacrifice. Le dimanche, mon seul jour de repos, je repassais du linge chez les voisines. Elles apportaient leur panier de linge et je repassais en facturant à la pièce. 50 centimes pour une chemise, 30 centimes pour un pantalon. Sandra continuait à donner des cours à l'école. Elle avait découvert qu'elle avait une vocation et de la patience avec les enfants, mais le salaire était misérable, 120 cruzados par mois, moins que ce que je gagnais en une semaine de ménage. Pourtant, cet argent était précieux. Chaque mois, elle me donnait l'enveloppe scellée. Je faisais mine d'accepter naturellement, mais mon cœur se serrait. Une jeune fille de 19 ans, à l'âge de sortir, de s'amuser, devait subvenir aux besoins de la maison. Marcia avait trouvé un emploi de vendeuse dans un magasin de tissus. Elle travaillait de 8h à 18h du lundi au samedi. À 17 ans, elle avait déjà de profonds yeux cernés et connaissait bien le poids des responsabilités. Lucie, ma Benjamine, voulait aussi travailler, mais je ne lui ai pas permis. « Tu vas étudier », lui disais-je. Quelqu'un dans cette famille devait avoir un diplôme universitaire. Les mois passaient dans un flou de travail et de fatigue. Je me levais, je travaillais, je rentrais, puis je dormais. Je me levais, je travaillais, je rentrais, puis je dormais. Mais avec le temps, les choses ont commencé à s'améliorer. Nous avons économisé assez d'argent pour louer une petite maison dans la Villa Formosa. Petite, avec seulement 2 chambres, mais c'était la nôtre. Nous n'avions plus besoin de partager une salle de bain. Nous n'avions plus besoin de cuisiner sur un réchaud. Le déménagement a eu lieu le 3 septembre 1974. Je me souviens de cette date parce que c'était l'anniversaire de Lucie, ses 15 ans. Il n'y a pas eu de fête, pas de valse, ni de robe à volant, mais il y avait un gâteau. Un gâteau au chocolat que j'ai fait pendant la nuit avant de partir travailler, et il y avait un cadeau, la clé de notre nouvelle maison. Ce jour-là, en voyant mes filles ranger les quelques meubles de notre nouvelle maison, j'ai ressenti un mélange de fierté et de tristesse. Fierté d'avoir réussi à leur offrir un toit digne. Tristesse pour tout ce qu'elles avaient perdu. Sandra devrait être à l'université. Marcia devrait terminer le lycée, pas travailler du matin au soir. Lucie devrait fêter ses 15 ans comme toutes les filles rêvent de le faire. Mais la vie avait d'autres projets pour nous. En octobre de cette année-là, la nouvelle est arrivée. Roberto vivait à Rio, travaillant pour une grande entreprise. La professeure était enceinte. L'information m'est parvenue par une lettre de ma belle-sœur, la sœur de Roberto, qui gardait toujours le contact avec lui. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai déchirée. Je n'ai rien dit aux filles. Pourquoi leur infliger une peine de plus ? 1975 est arrivé avec une surprise. Madame Marthe, la patronne du Morumbi, m'a appelée pour discuter. Son fils allait ouvrir un restaurant à Villa Madalena et avait besoin d'une cuisinière de confiance. J'ai pensé à toi, Marie-Hélène. Je sais que tu cuisines bien, que tu es honnête et travailleuse. Le salaire est le double de ce que je te paie pour le ménage. Le double ? Mon cœur a fait un bond, mais il y avait un problème, les horaires. Je devrais travailler de 10h à 22h, 6 jours par semaine. Comment allais-je m'occuper des filles ? Sandra avait déjà 20 ans, Marcia 18, mais Lucie avait encore besoin de supervision. Elle n'avait que 15 ans. C'est Sandra qui a tranché. Accepte, maman, je m'occupe des filles. Je suis maintenant professeur titulaire. Je gagne un peu plus. Marcia est aussi bien installée dans son travail. Nous allons trouver une solution. J'ai regardé cette jeune femme beaucoup trop mature pour son âge et j'y ai vu la force que j'avais moi-même découverte en moi. J'ai commencé au restaurant en mars. Cantina da Mama, c'est le nom que le fils de Madame Marthe a choisi. Il servait une cuisine italienne, pas de sauce, pizza. Au début, je me suis sentie perdue. Ma spécialité était la cuisine brésilienne, mais j'ai appris vite. Le chef, Monsieur Joseph, un Italien de Naples, m'a transmis ses secrets. Comment faire des pâtes fraîches, comment préparer une sauce tomate onctueuse, comment cuire une pizza dans un four à bois. Le travail était épuisant. Je restais debout 12 heures par jour.
La chaleur du four industriel était infernale. Le rush des week-ends me retournait la tête. Mais le salaire en valait la peine. Pour la première fois depuis le départ de Roberto, je pouvais payer mes factures sans désespoir. J'avais même un peu d'argent de côté à la fin du mois. Avec ce surplus, j'ai commencé une petite épargne. Chaque mois, religieusement, je mettais de côté ce que je pouvais. 10 cruzeiros, 20 quand l'occasion se présentait, pour la faculté de Lucie. Je me disais, le rêve de voir ma fille diplômée d'une université est devenu mon obsession. Entre-temps, Marcia a commencé à sortir avec Antoine, un collègue de travail, vendeur séduisant bavard. Au début, je faisais des remarques, car il ressemblait beaucoup à Roberto, avec son côté charmeur et ses belles promesses, mais Marcia était amoureuse. À 19 ans, elle voulait se marier, fonder sa propre famille. J'ai marié Marcia en décembre 1975. La fête était simple, dans la salle de l'église. Je l'ai faite moi-même. J'avais appris à coudre avec la voisine, Madame Noémie. J'ai préparé le gâteau à l'aube et pour les apéritifs, les collègues du restaurant m'ont aidé. C'était beau, malgré la modestie. Roberto n'est pas venu et n'a même pas envoyé de message. Sa fille s'est mariée et il n'en a même pas été informé. 1976 a apporté des changements. Sandra a rencontré Paolo, professeur de mathématiques dans l'école où elle travaillait. Un homme sérieux, travailleur veuf, avec un petit garçon. Contrairement à son père, celui-ci ne faisait pas de promesses en l'air. Il n'annonçait pas monts et merveilles. Il était réaliste, responsable. Ils se sont mariés en juin, avec une cérémonie encore plus simple que celle de Marcia. Mais j'ai vu ma fille heureuse, en sécurité. C'était ce qui comptait. Lucie a terminé le lycée avec d'excellentes notes. La directrice m'a appelée. Madame Marie-Hélène, votre fille a de l'avenir. J'ai réussi à obtenir une bourse partielle dans une université privée. Elle peut faire du droit de l'administration, ce qu'elle veut, mais elle doit payer la moitié des frais. La moitié, j'ai rapidement calculé avec mes économies et quelques heures supplémentaires au travail. Ça pourrait aller, mais ce serait serré, très serré. Lucie a perçu mon dilemme. Ce n'est pas la peine, maman. Je peux travailler et étudier le soir. Mais j'ai refusé. Tu vas étudier à temps plein. Tu vas profiter de chaque instant à la faculté. Je trouverai une solution pour l'argent. Et j'ai trouvé. En plus du restaurant, j'ai commencé à préparer des douceurs pour les fêtes. Brigadeiro beijinho, cajuzinho. Les nuits, je confectionnais des centaines de sucreries. Le week-end, je les livrais aux fêtes. Mes mains me brûlaient d'enrouler ces douceurs. Mon dos se plaignait de tant d'efforts. Mais en 1977, Lucie est entrée à la faculté de droit. Le jour où elle a enfilé sa blouse blanche pour la première fois a été l'un des plus heureux de ma vie. J'ai pris une photo avec mon vieil appareil. Lucie, souriante, tenant ses livres, l'avenir inscrit sur son visage. C'était la réalisation d'un rêve, pas le mien, mais le sien. Et les rêves des enfants valent plus que les nôtres. Pendant tout ce temps, Roberto est resté discret. J'ai entendu par les rumeurs qui circulaient qu'il avait eu un autre enfant avec la professeure, qu'il s'en sortait bien dans la vie, qu'il avait acheté un appartement à Copacabana. Pendant ce temps, je travaillais toujours 17 heures par jour pour permettre à Lucie de rester à l'université. Il y a eu des jours où j'ai pensé abandonner, des jours où la fatigue était si grande que j'avais du mal à sortir du lit, des jours où je regardais mes mains craquelées, rugueuses, vieilles avant l'âge, et je me demandais si ça en valait la peine. Mais je me souvenais alors de cette nuit de décembre de 1973, lors de la remise des diplômes de Sandra. La robe bleue, la chaise vide et la rage me donnaient la force de tenir un jour de plus, parce que la vie m'avait appris une leçon importante. Un homme peut abandonner, trahir, disparaître. Mais ce que l'on construit de ses propres mains, personne ne peut le reprendre. La sueur de notre front, personne ne peut la voler. La force qui vient de l'intérieur n'appartient qu'à nous. 1978 a été l'année où les choses ont vraiment commencé à changer. Le restaurant où je travaillais était devenu un lieu de rencontre pour des gens importants. Artistes, hommes d'affaires, politiciens. Tout le monde parlait de la cuisine. Et devine qui était derrière les plats? Moi. Monsieur Giuseppe était retourné en Italie et le fils de Madame Marthe m'a promu chef principal. Chef. Moi, Marie-Hélène, qui avait à peine fini l'école primaire,
moi devenant chef. Le salaire a triplé. Soudain, je n'avais plus besoin de faire des pâtisseries à l'aube, ni de laver le linge des autres le dimanche. Pour la première fois en 5 ans, je pouvais respirer. Avec l'argent, en plus, j'ai fait une chose qui semblait impossible. J'ai acheté une voiture, une coccinelle 1972, rouge fanée, avec la portière conducteur qui grince, mais c'était la mienne. Je l'avais payée comptant grâce à 2 années d'économie. Quand je l'ai garée devant la maison pour la première fois, Lucie est sortie en courant. « Maman, c'est à nous !» Elle a embrassé la voiture comme si elle valait de l'or. « Tu sais pourquoi j'ai acheté la voiture ? Ce n'était pas par luxe, c'était par nécessité. » Lucie étudiait au centre-ville et prenait 3 bus pour s'y rendre et en revenir. Elle rentrait à minuit, traversant des quartiers dangereux. Avec la voiture, je pouvais aller la chercher et m'assurer qu'elle rentrait en sécurité. La même année, Sandra m'a donné ma première petite fille, Carolina, née en août, un jour ensoleillé qui semblait bénir tout. J'ai tenu ce petit être dans mes bras et j'ai promis qu'elle ne vivrait pas ce que sa mère a vécu. Elle allait avoir une grand-mère présente une structure et un amour en abondance pour compenser l'absence du grand-père qui avait choisi de ne pas la connaître. Marcia était aussi enceinte, avec un ventre de 6 mois et un visage rayonnant de bonheur. Son mari, Antoine, s'est révélé être un véritable homme, travailleur affectueux, présent, tout ce que Roberto n'a jamais été. Parfois, je regardais mes gendres et je pensais « Mes filles ont mieux choisi que moi ». En 1979, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un critique gastronomique célèbre, de ceux qui écrivent dans des revues importantes, est arrivé au restaurant incognito sans prévenir. Il a commandé plusieurs plats et tout a été goûté. La semaine suivante, la critique est sortie. La meilleure cuisine italienne de São Paulo ne se trouve pas dans les restaurants chics. Elle se cache dans une cantine simple de Villa Madalena, tenue par une chef brésilienne qui a appris les secrets de sa grand-mère. Le succès du restaurant a explosé. File d'attente à la porte tous les jours, réservation prise des semaines à l'avance. Le fils de Madame Marthe Malicieux m'a appelé. « Marie-Hélène, je veux monter une société. Toi, tu apportes le talent, moi, le capital. Ouvrons un 2e restaurant. » Une société. Moi, associé. Qui aurait cru? J'ai réfléchi 2 jours avant d'accepter. J'ai consulté Lucie, qui était déjà en 3e année de droit. Maman accepte, mais fait un contrat, écrit tout noir sur blanc. Ma fille avocate, déjà protectrice de mes intérêts. La fierté que j'ai ressentie alors est indescriptible. Le 2e restaurant a ouvert à Moema, un quartier élégant. Cantina Marie-Hélène, mon nom en façade, en lettres capitales. Le jour de l'inauguration, j'ai regardé ce néon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais traversé, pour tout ce que j'avais accompli. Roberto n'a jamais cru en moi. Il disait qu'une femme était destinée à s'occuper de la maison. Regardez où j'en étais maintenant. Les filles avaient organisé une fête surprise pour l'inauguration. Sandra avec Carolina dans les bras. Marcia avec le petit Roberto. Oui, elle a donné le prénom de son père à son fils, malgré tout. Lucie avec un nouveau petit ami, un camarade de l'université. Toute la famille réunie, sans personne d'important absent. Pourquoi Roberto ? Roberto n'a jamais été important. Ce n'était qu'un accident de parcours. 1980 est arrivé avec Lucie qui a obtenu son diplôme. Décembre, remise des diplômes en droit à l'université du Largo São Francisco. Traditionnelle, prestigieuse, respectée. Ma fille, docteur. J'ai acheté une nouvelle robe pour l'occasion. La première robe neuve en 7 ans. Bleu marine, coupe élégante. Sandra m'a coiffée. Marcia avait emprunté des boucles d'oreilles en perles. Quand Lucie est montée sur scène pour recevoir son diplôme, j'ai cherché dans la salle. Est-ce que Roberto le saurait? Est-ce que quelqu'un en avait parlé? Est-ce qu'il serait fier? Mais peu importe. La fierté que je ressentais valait pour 2, pour 10, pour 1000. À la fête après la remise des diplômes dans le salon que j'avais loué avec mon argent, j'ai porté un toast à Lucie, qui a prouvé qu'une femme peut tout accomplir, pour Sandra et Marcia, qui ont tenu bon quand tout semblait perdu, pour nous 4, qui formons une vraie famille.
Nous avons bu du champagne, du bon champagne français, parce que nous le méritions. En 1981, les restaurants allaient si bien que j'ai pu m'offrir un luxe, engager des gérants. Je n'avais plus besoin de travailler 16 heures par jour. Je pouvais arriver plus tard, partir plus tôt. Je pouvais profiter de mes petits-enfants. Maintenant, ils étaient 4. Sandra en avait eu un de plus et Marcia attendait son 3e. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des années. Chercher Roberto, non pas pour moi, mais pour elle. Les filles n'en parlaient jamais, mais je savais que son absence faisait mal, surtout pour Lucie, qui avait grandi sans souvenir positif de son père. J'ai engagé un détective privé. En 2 semaines, j'avais l'adresse. Copacabana, comme je le pensais. Un immeuble de luxe, vu sur la mer. J'ai pris l'avion pour Rio, un vendredi de mai. C'était la première fois que je prenais l'avion. Mes mains transpiraient, mon estomac se nouait, pas à cause du vol, mais à cause de ce que j'allais découvrir. À l'adresse, j'ai pris une grande inspiration avant de sonner à l'interphone. « Qui est-ce » Une voix féminine, sans doute celle de la professeure. Marie-Hélène, l'ex-femme de Roberto. Le silence a duré une éternité. Montée, appartement 802. L'ascenseur semblait ne jamais arriver. Quand la porte s'est ouverte, elle m'attendait. Plus âgée, un peu plus ronde, mais toujours blonde, toujours belle. Derrière elle, 2 enfants, un garçon d'environ 7 ans et une petite fille. Roberto n'est pas là, il est en voyage d'affaires. Sa voix tremblait. Peur, honte, je ne sais pas. Je ne suis pas venue pour me battre, ai-je dit. Je suis venue dire que Lucie a fini ses études, docteur en droit. Je pensais qu'il devait le savoir. Je lui ai remis l'invitation à la remise des diplômes, ce qu'il restait. Elle l'a prise d'une main tremblante. « Comment vont les autres ?» La question m'a surprise. Bien, Sandra a 2 enfants, Marcia en a 3. Ce sont de bonnes mères, de bonnes épouses. Elle baissa les yeux. Roberto ne parle jamais d'elle. C'est comme si elle n'existait pas. La confirmation de ce que je savais déjà. Ça a fait mal, tout de même. J'ai regardé les enfants. L'enfant avait les yeux de Roberto, la même forme, la même couleur. « Vos enfants sont beaux », ai-je réussi à dire. C'était vrai, ce n'était pas leur faute. Merci, sa voix était un fil. « Marie-Hélène, je suis désolée. » J'ai secoué la tête. Je ne voulais pas d'excuses, pas après tout ce temps. Je suis sortie de cet appartement avec une sensation étrange. Ce n'était pas de la colère, pas vraiment. C'était de la pitié pour elle, prisonnière d'un homme qui avait abandonné 3 filles et qui pourrait le refaire. Pitié pour les enfants qui n'avaient qu'un père à moitié. Pitié même pour Roberto, qui avait perdu la chance de voir ses filles devenir des femmes incroyables. Dans l'avion du retour, j'ai décidé, je ne le dirai pas aux filles. À quoi bon? Elles avaient avancé, avaient construit de belles vies. Roberto faisait partie du passé, un passé qui ne méritait pas d'entacher leur présent. En 1982, ce fut une année d'expansion. J'ai ouvert le 3e restaurant, cette fois à Itaïm. Partenariat partagé, 50% pour moi, 50% pour le fils de Madame Marthe. Lucie s'occupait des contrats. Ma mère était devenue femme d'affaires. Elle plaisantait. Femme d'affaires. Moi qui avais commencé en frottant le sol. Sandra a ouvert une école maternelle avec mon aide pour le capital de départ. Bien sûr, École Monde Heureux. C'est elle qui a choisi le nom. Petite mais bien équipée. Marcia a monté une boutique de vêtements pour enfants, juste à côté, les 2 travaillant ensemble, se soutenant mutuellement. Comme ça a toujours été depuis cette nuit de décembre. Les petits-enfants grandissaient. Carolina, la plus âgée, avait déjà 4 ans, intelligente, bavarde, curieuse. « Mamie, pourquoi il n'y a pas de papy ?» La question est venue de nulle part, un dimanche au déjeuner. Le silence est tombé sur la table. C'est Lucie qui a répondu. « Parce que notre famille est spéciale, il y a mamie qui vaut pour 2. » C'était un mensonge? Oui, mais un mensonge nécessaire. Un jour, ils sauraient la vérité, mais pas maintenant. Pas tant qu'ils étaient encore enfants, pas tant qu'ils croyaient que le monde était juste et que les parents n'abandonnaient jamais leurs enfants. En octobre, j'ai reçu un appel étrange. Madame Marie-Hélène, ici l'hôpital Copador à Rio. Monsieur Roberto, Fernandez a eu une crise cardiaque.
Vous êtes listé comme contact d'urgence. Mon cœur s'est arrêté. Contact d'urgence. Après 9 ans, je suis retournée à Rio. Cette fois, je n'ai prévenu personne. À l'hôpital, j'ai trouvé Roberto en soins intensifs. Maigre, pâle, vieilli. Les années n'avaient pas été généreuses. L'enseignante était dans la salle d'attente, les yeux rouges de larmes. Il a demandé à vous voir, a-t-elle dit. C'était tout. Je suis entrée dans la chambre doucement. Roberto ouvrit les yeux avec effort. Maria, sa voix était faible et rauque. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'avais besoin de demander pardon. Je regardais cet homme qui avait été mon monde, qui avait tout détruit, et je ne ressentis rien. L'amour était mort, la haine aussi. Il ne restait que l'indifférence. Les filles vont bien, c'est tout ce que je disais. Elles sont diplômées, mariées, avec des enfants. Tu as 7 petits-enfants. Je vis les larmes couler. J'ai tout gâché. J'acquiesçais en silence. C'était vrai. Mais elles ont réussi, malgré toi. Ce n'était pas une accusation, c'était un fait. Roberto avait survécu, mais notre rencontre s'arrêta là. Je n'en parlais pas à mes filles, je ne voyais pas la nécessité. Il avait choisi de sortir de leur vie. Il n'avait pas le droit de revenir juste parce que la mort frappait à la porte. 1983 fut une année de célébration. Les noces d'argent de Sandra, 10 ans de mariage de Marcia, et Lucie, fiancée à un procureur. La vie continuait, le cycle se poursuivait. Roberto était devenu une note de bas de page dans une histoire de résilience. Cette année-là, je fis un geste symbolique. J'achetais une grande maison avec piscine et barbecue, dans le même Morumbi où je faisais le ménage 10 ans auparavant, voisine de Madame Marthe, devenue amie. Le jour du déménagement, je m'arrêtais à l'entrée et regardais. Ma maison achetée avec mon argent, conquise avec ma sueur. Les filles organisèrent un barbecue d'inauguration, toute la famille réunie, gendres, petits-enfants, amis. Au milieu de la fête, Sandra porta un toast à maman, qui nous avait appris qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour être complète. Elle a besoin de courage. Et du courage, elle en a à revendre. Je bus le champagne français, car maintenant je pouvais et je regardais cette jolie famille, ma famille, construite sur des décombres, certes, mais solide comme le roc. Roberto avait emporté beaucoup de choses en partant, mais il avait laissé sans le vouloir le plus important, la chance de découvrir notre force. En 1985, ma vie était complète. 3 restaurants fonctionnant à plein régime, une maison à moi, des petits-enfants en bonne santé. Mais le destin avait encore une carte dans sa manche. C'était en juin, en hiver à São Paulo, quand je reçus une proposition inédite. Un réseau de télévision voulait faire un programme sur des femmes entrepreneurs, des histoires de résilience, dirent-ils. Ils voulaient m'interviewer, montrer les restaurants, raconter mon parcours. J'hésitais. Je n'ai jamais aimé être exposée. Mais Lucie insista. « Maman, ton histoire peut inspirer d'autres femmes. Accepte. » L'enregistrement eut lieu en juillet. Une grande équipe des caméras, des projecteurs. On m'a maquillée, coiffée, choisi ma tenue. On aurait dit une artiste de télévision. Pendant 3 jours, ils ont tout filmé. Les restaurants, la maison, la famille. Ils ont interviewé les filles, les gendres, même les petits-enfants ont participé. L'émission a été diffusée en septembre. Femmes qui réussissent, le nom de la série. Mon épisode était le 3e. Je l'ai regardé chez moi, entourée de ma famille. C'était étrange de me voir à la télévision, d'entendre ma voix raconter des fragments de mon histoire. J'ai zappé les parties les plus douloureuses. Roberto est devenu simplement le mari qui est parti, sans nom, sans détails. La répercussion a été plus forte que ce que j'imaginais. De nouveaux clients sont arrivés dans les restaurants. Des propositions de partenariat ont suivi, des invitations à donner des conférences. Du jour au lendemain, je suis devenue un exemple. Moi qui voulais juste survivre, on me considérait comme une inspiration. Octobre a apporté la surprise. Une élégante enveloppe est arrivée par la poste. Invitation à un dîner de bienfaisance au Copacabana Palace à Rio. Au profit de femmes abandonnées l'hôtesse, une femme engagée de Rio qui avait vu le programme souhaitait me rendre hommage. J'ai pensé à décliner. Rio de Janeiro me troublait encore, mais quelque chose me disait d'y aller. Peut-être était-il temps d'affronter cette ville, de créer de nouveaux souvenirs sur les anciens.
J'ai confirmé ma présence. Je prendrai Lucie comme accompagnatrice. La soirée de l'événement est arrivée. Une longue robe noire, cadeau des filles, des bijoux discrets, des talons hauts. Lucie éblouissante à mes côtés, représentant la nouvelle génération. Le salon du Copacabana Palace était un rêve. Lustres en cristal, orchestre en live, serveurs gantés de blanc. Nous avons été accueillis avec du champagne. L'hôtesse Madame Marthe Cavalcante est venue nous saluer personnellement. Femme élégante, silhouette impeccable, bien soignée. Marie-Hélène, quel honneur! Votre émission m'a profondément émue. Nous avons échangé des banalités. Elle nous a présenté à d'autres invités. Le dîner a commencé à 21h. À la table principale, place d'honneur. À mes côtés, des hommes d'affaires influents, des politiciens connus. De l'autre côté du salon, j'ai remarqué un mouvement. Quelqu'un arrivait en retard. Je n'y ai pas prêté attention concentrée sur le discours que j'allais prononcer après le dessert. C'est alors que je l'ai vu. Roberto, plus vieux, plus chauve, inconfondable, accompagné de la professeure, désormais sa femme. Elle portait une robe rouge flashy, des bijoux ostentatoires, typiques de quelqu'un qui a besoin d'afficher ce qu'elle possède. Ils ont été conduits à une table éloignée, mais nos regards se sont croisés un instant. Lucie a serré ma main sous la table. Elle avait aussi vu. « Tu veux partir ?» a-t-elle chuchoté. J'ai secoué la tête. Je n'allais plus fuir. C'était ma soirée, mon hommage. Roberto pouvait gérer sa présence. Le dîner a continué. Entrée, plat principal, dessert. Enfin, l'hôtesse est montée sur scène. Elle a commencé à parler du projet d'aider les femmes en situation vulnérable. Puis elle m'a appelé. J'aimerais maintenant inviter notre invitée d'honneur de la soirée, une femme qui a transformé l'abandon en force, la douleur en réussite, Marie-Hélène Fernandez. Je me suis levée lentement. Toute la salle a applaudi. J'ai marché vers la scène d'un pas assuré, la tête haute. Du podium, je pouvais voir toute la salle, y compris la table où Roberto essayait de se cacher derrière le menu. J'ai commencé à parler. J'ai raconté mon histoire cette fois dans son intégralité. L'homme qui a abandonné 3 filles, la lutte pour survivre, les ménages, les nuits à cuisiner des douceurs, l'épuisement extrême, mais aussi les victoires, les restaurants, les filles diplômées, les petits-enfants en bonne santé. Ma voix n'a tremblé à aucun moment. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je remercie. Je remercie l'homme qui m'a abandonnée, car s'il était resté, je n'aurais jamais découvert de quoi je suis capable. Je n'aurais jamais prouvé à mes filles qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour réussir. Elle a besoin de détermination, d'énergie, d'amour-propre. Le silence dans la salle était total. J'ai poursuivi. C'est pourquoi ce projet est si important. Chaque femme abandonnée doit savoir. La douleur passe, l'humiliation passe, mais la force que vous découvrez en vous-même, elle reste pour toujours. Les applaudissements ont éclaté. Tout le monde s'est levé, sauf une table. La table où Roberto s'enfonçait dans sa chaise, le visage rouge. La professeure regardait partout, sauf vers la scène. La revanche que j'avais attendue des années était arrivée, et elle était plus douce que je ne l'avais imaginé. Je suis descendue de la scène et a été entourée d'une multitude de personnes. Des femmes en larmes disant qu'elles avaient vécu des situations similaires, des hommes me serrant la main avec respect. Au milieu de la confusion, quelqu'un a touché mon épaule. « Roberto Maria, pouvons-nous parler ?» La voix vieillie, hésitante. J'ai regardé Lucie qui a hoché la tête. Nous sommes allés sur la terrasse avec vue sur la plage de Copacabana. Les lumières de la ville scintillaient, le bruit de la mer en arrière-plan. « Je ne savais pas que tu serais là », a-t-il commencé. J'ai ri sans joie. « Et si tu l'avais su, tu ne serais pas venu ?» Il a baissé les yeux. « Probablement pas. Je n'avais pas le cœur à te regarder. » Au moins, il était honnête. « Pourquoi m'as-tu abandonné, Roberto? Pourquoi les as-tu abandonnés ?» Cette question que je gardais en moi depuis 12 ans est enfin sortie naturellement. Il a soupiré, semblant encore plus vieilli. « Je ne sais pas. Crise de la quarantaine, peur de vieillir, une passion stupide. Toutes ces excuses semblent maintenant être de vieux prétextes éculés. Et c'est bien le cas. Il y avait de la rancune dans ma voix. « Tu as tout perdu, tu le sais ?» Il a hoché la tête.
Je vois mes enfants avec Isabelle. Ce sont de bons garçons, mais ce n'est pas là. Même chose. Sandra, Marcia et Lucie étaient spéciales. Elles le sont toujours, et j'ai tout gâché. J'ai parlé des petits-enfants, j'ai montré des photos que je portais dans mon sac. Carolina jouant du piano, les jumeaux de Marcia jouant au football, le bébé de Lucie faisant ses premiers pas. J'ai vu les larmes dans ses yeux. Ils savent pour moi, j'ai nié. Ils pensent que le grand-père est mort. C'est plus facile ainsi. Tu as gagné, Maria. Regarde où tu en es. Et je vis de façade. Isabelle dépense plus que ce que je possède. Les garçons ne me respectent même pas. L'entreprise va mal. C'est comme si tout le mal que j'avais causé me revenait en boomerang. Je n'ai ressenti ni pitié ni satisfaction, juste un vide là où autrefois il y avait des sentiments. Roberto, tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. La différence, c'est que les miens incluaient nos filles. Les tiens, c'est juste toi. Lucie est apparue à la porte. Maman, ils appellent pour les photos. Je me suis tournée pour y aller. Roberto a doucement retenu mon bras. Maria, puis-je te demander une faveur? Dis-leur que je suis désolée, que je pense à elles tous les jours, que je sais que je ne mérite pas leur pardon. Mais non, Roberto. Je me suis doucement dégagée. Tu n'as pas le droit de demander quoi que ce soit. Pas après tout ce temps. Elles ont construit leur vie sans toi. Elles sont heureuses. Je ne vais pas troubler cela avec ton repentir tardif. Je suis retournée dans la salle bras dessus, bras dessous avec Lucie. Les photos, les félicitations, les adieux. Roberto avait disparu à un moment donné, emmenant l'institutrice. C'est mieux ainsi. Nos chemins se sont croisés une dernière fois, et c'était suffisant. Dans l'avion du retour vers Sao Paulo, Lucie a pris ma main. « Maman, tu as été incroyable, digne, forte, élégante. Je suis fière. J'ai regardé ma fille avocate à succès, mère dévouée. C'est moi qui suis fière de vous, toutes vous. » À la maison, j'ai raconté à Sandra et Marcia la rencontre, la conversation, la demande de pardon. Elles ont écouté en silence. À la fin, Sandra a parlé au nom de toutes. C'est du passé. Maman, tu es notre présent et notre futur. Tu l'as toujours été. 1986 a commencé avec une nouveauté. La mairie de Sao Paulo voulait me décerner une décoration. Médaille d'honneur pour contribution à l'entrepreneuriat féminin. La cérémonie se tiendrait en mars au théâtre municipal. Les préparatifs avaient pris des semaines. Une nouvelle robe, cette fois choisie collectivement par mes 3 filles. Bleu royal, la même teinte que la robe de remise de diplôme de Sandra, 12 ans auparavant. Le cercle se refermait. Carolina, ma petite fille aînée, serait la porte-alliance de la médaille. Le théâtre était comble, autorités, entrepreneurs, presse. Ma famille occupait 2 rangées entières. Filles, gendres, petits-enfants, la nouvelle génération mêlée à l'ancienne. Quand mon nom fut appelé, le théâtre éclata en applaudissements. Le maire prononça son discours. Il parla de dépassement, d'exemplarité, de force féminine. Il plaça la médaille autour de mon cou. Éclair des caméras. Nouveaux applaudissements. Dans mon discours de remerciement, j'ai regardé ma famille et déclaré « Cette médaille n'est pas à moi, elle est à nous. » À chaque femme qui se lève chaque jour pour se battre, à chaque mère qui ne renonce pas à ses enfants, à chaque fille qui soutient sa mère. Je dédie cet honneur à mes 3 filles, Sandra, Marcia et Lucie. Vous êtes ma véritable médaille? La fête eut ensuite lieu dans le hall du théâtre, champagne canapé, musique classique. Au milieu de la célébration, Lucie s'approcha avec une enveloppe. « Maman, c'est arrivé pour toi, ils viennent de la livrer. » J'ouvris curieuse, une lettre écriture tremblante, papier de qualité. Je lus en silence. Maria, je sais que je n'en ai pas le droit, mais je devais écrire. J'ai vu la nouvelle de la médaille dans le journal. Tu mérites cela et bien plus. Je voulais que tu saches que je garde des photos des filles, les seules que j'ai. Je les regarde tous les jours et je regrette. Dis-leur que leur père est vraiment mort. Il est mort cette nuit de décembre. L'homme qui reste ne mérite pas d'être appelé père. Mais si un jour il demande, dis-leur qu'il les a aimés à sa manière. Lâche, insuffisant, mais il a aimé Roberto. Je déchirai la lettre en petits morceaux et la jetai dans la poubelle la plus proche. Je n'allais pas conserver des fantômes. Je ne voulais pas nourrir des regrets tardifs. La vie était devant moi, toujours devant.
1998, 53 ans, 3 restaurants prospères, une belle maison, 3 filles épanouies, 7 petits-enfants en bonne santé, une vie construite à partir de rien, sans Roberto. Maintenant, assise dans ce fauteuil confortable de mon appartement, je regarde en arrière et vois le chemin parcouru. 50 ans depuis cette nuit qui a tout changé. Et vous savez ce que j'ai découvert? La meilleure vengeance n'a pas été le succès, mais l'indifférence. Mais laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire. 1990 a apporté des changements. J'ai vendu ma part dans les restaurants non par nécessité, mais par choix. Je voulais profiter de mes petits-enfants, voyager, vivre pleinement. L'argent de la vente a suffi à me garantir un confort pour le reste de ma vie. Mon premier voyage a été en Europe, moi qui n'étais presque jamais sortie de São Paulo, traversant l'océan, découvrant Paris, Rome, Lisbonne. Dans chaque ville, j'envoyais des cartes postales à mes filles, maman en touriste. Elle trouvait ça amusant. J'avais 55 ans et je me sentais comme une adolescente découvrant le monde. À Rome, un événement curieux s'est produit. En visitant le Vatican, j'ai rencontré une Brésilienne, une dame distinguée, à peu près de mon âge. Nous avons discuté comme les Brésiliens ont l'habitude de faire à l'étranger. Elle a mentionné qu'elle venait de Rio et qu'elle était enseignante retraitée. Mon cœur a battu la chamade. C'était elle Isabelle, plus âgée, un peu plus ronde, mais toujours reconnaissable. Elle ne m'a pas reconnue. Pourquoi aurait-elle dû ? Elle ne m'avait vue qu'une seule fois, dans cet appartement à Copacabana. Nous avons parlé du voyage, de la vie, jusqu'à ce qu'elle dise « Je voyage seule. Je me suis séparée il y a quelques années. Séparée. Roberto et elle n'avaient pas tenu. » Cette information ne m'a causé ni surprise ni satisfaction. Elle a simplement confirmé ce que j'avais toujours su. Un homme qui trompe une fois, trompe toujours. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'avais pas envie de savoir. Je l'ai salué poliment et j'ai poursuivi ma visite. L'an 2000 est arrivé avec une nouvelle. Roberto était mort d'une crise cardiaque foudroyante à 65 ans. L'information m'est parvenue par une cousine éloignée qui conservait encore le contact. J'ai attendu de ressentir quelque chose, n'importe quoi, soulagement, tristesse, rien. C'était comme apprendre la mort d'un inconnu. J'ai annoncé la nouvelle aux filles lors d'une réunion de famille. Elles ont accueilli l'information avec la même indifférence. « C'est étrange, » dit Sandra, « savoir que notre père biologique est mort et ne rien ressentir. » Marcia acquiesce. « Un père, c'est celui qui élève. Notre père, c'est toi, maman. L'enterrement a eu lieu à la rivière. Nous n'y sommes pas allés. À quoi bon? Pleurer pour qui? L'homme que nous connaissions était mort depuis 27 ans. Ce qui est mort maintenant, ce n'était qu'un étranger qui par hasard partageait notre ADN. En 2005, sont arrivés les arrière-petits-enfants. Carolina, ma première petite fille, a eu un fils. J'ai tenu ce bébé contre moi et j'ai pensé « 4e génération ». Roberto n'a jamais connu les petits-enfants et ne connaîtra jamais les arrière-petits-enfants. C'était son choix, sa perte. En 2010, j'ai fêté mes 75 ans. Les filles ont organisé une fête surprise avec 200 invités et une rétrospective de ma vie en photo. Il y avait tout. Les vieilles photos de la famille réunie, les périodes de lutte, les restaurants, les remises de diplômes, les mariages, les petits-enfants. Une vie entière en images. Au milieu de la fête, Carolina, maintenant adulte, a demandé la parole. Mamie a toujours été notre exemple, mais aujourd'hui, je veux vous raconter quelque chose que vous ne savez pas. Quand j'étais petite, je trouvais étrange de ne pas avoir de grand-père. Un jour, en fouillant dans des tiroirs, j'ai trouvé une vieille photo. Mamie avec un homme. J'ai demandé qui c'était. Elle a dit « Quelqu'un qui a choisi de ne pas faire partie de notre histoire ». J'ai compris des années plus tard. Elle a poursuivi. « Aujourd'hui, je sais toute la vérité. Et vous savez ce que je pense ? Heureusement qu'il est parti, car s'il était resté, Mamie ne serait jamais devenue cette femme incroyable. Nous n'aurions jamais appris que la vraie famille, c'est ceux qui restent, qui luttent ensemble, qui ne renoncent pas. » La salle entière a applaudi. J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de fierté de compréhension. Le message avait été transmis. L'héritage était assuré. En 2015, j'ai fêté mes 80 ans.
À la retraite définitive, les restaurants étaient devenus une chaîne, gérée par d'autres. Mon nom figurait encore sur la façade, mais je n'avais plus besoin de travailler. Je passais mes journées entre la maison de plage que j'avais achetée à Guarujá et l'appartement à São Paulo. Un dimanche après-midi, en feuilletant de vieux albums avec mes arrière-petites-filles, l'une d'elles m'a demandé « Bisa, as-tu des regrets ?» J'ai pensé « Je regrette la souffrance des filles, bien sûr, d'avoir trop fait confiance, peut-être plus qu'au résultat final, jamais. Tu sais ma chérie, tout dans la vie a un sens. » Parfois, on met du temps à comprendre, mais un jour, ça fait sens. Si je n'avais pas traversé ce que j'ai vécu, je ne serais pas celle que je suis et j'aime celle que je suis devenue. 2020 a apporté la pandémie. Isolement, peur, incertitude, mais aussi solidarité. Les filles se relayaient pour s'occuper de moi. Les petits-enfants faisaient les courses, les arrière-petits-enfants envoyaient des dessins, il y avait des appels vidéo quotidiens. Roberto a perdu tout cela. La vraie famille, l'amour inconditionnel, une vieillesse entourée. 2023, Sandra a pris sa retraite. Marcia aussi. Lucie, devenue juge, la vie a fait un grand tour. Les filles du comptable et de la femme au foyer sont devenues des professeurs respectés, des entrepreneuses prospères, des magistrates importantes, sans son aide, malgré son absence. Et nous voilà en 2024, je raconte cette histoire pour vous. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de partager cela? Parce que la semaine dernière, j'ai reçu une lettre écrite de manière tremblante sur du papier jauni. Le fils de Roberto, avec Isabelle, le demi-frère de mes filles, racontait qu'il faisait des recherches sur l'histoire de la famille, qu'il avait découvert qui nous étions, qu'il voulait connaître ses sœurs, qu'il regrettait beaucoup ce que son père avait fait, que sa mère, avant de mourir, avait demandé pardon, qu'ils avaient aussi souffert à cause du comportement de Roberto, qu'il avait trahi Isabelle aussi, qu'il avait abandonné sa deuxième famille comme il avait abandonné la première. Je lisais la lettre aux filles. Elles ont décidé, elles ne voulaient pas de contact. Le passé devait rester dans le passé. Elles ne gardèrent pas de ressentiment envers leur demi-frère, mais elles ne ressentaient pas de connexion non plus. La famille, ce n'est pas le sang, c'est un choix. Et eux ne faisaient pas partie de notre choix. J'ai répondu poliment. J'ai souhaité du bonheur, mais j'ai clairement précisé. L'histoire de Roberto avec nous s'est terminée en décembre 1973. Ce qui est arrivé ensuite ne nous appartient pas, ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, quand des jeunes femmes viennent me voir, quand elles demandent des conseils, quand elles pleurent après des maris partis, je dis toujours la même chose. La douleur passe, l'abandon fait mal mais renforce, la trahison fait mal mais libère. Au final, on découvre qu'on est plus fort qu'on ne le pensait. Et à propos de la vengeance, la question que tout le monde pose, veulent savoir si je me suis vengée, si je lui ai fait payer? Bien sûr que oui, mais pas comme il l'imagine. Ma vengeance a été de bien vivre, d'être heureuse, d'élever 3 femmes merveilleuses, de construire un empire à partir de rien, de prouver que je n'avais besoin de lui pour rien. La plus grande vengeance a été l'indifférence. Il est arrivé un moment où Roberto ne comptait tout simplement plus. Il n'occupait plus d'espace dans mon esprit, ne causait plus de douleur dans mon cœur. Il est devenu une note de bas de page dans une histoire bien plus grande. Il a vécu et est mort à Copacabana, dans un appartement face à la mer. Je vis dans un penthouse à São Paulo, entouré d'amour. Il a eu une deuxième famille qu'il a aussi abandonnée. J'ai 3 filles, 7 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants. Il est mort en étant désolé. Je vais mourir en étant épanoui. À la fin, mes chers, la vie est juste. Cela peut prendre du temps, cela peut faire mal, mais c'est juste. Roberto a choisi le plaisir éphémère. J'ai choisi une construction solide. Il a misé sur la passion, j'ai misé sur l'amour. Il a fui la responsabilité, je l'ai embrassé. Aujourd'hui, à 82 ans, je peux dire, ça valait le coup. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque jour d'épuisement, ça valait le coup. Parce qu'au final, ce qui reste n'est pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous avons construit. Ce n'est pas celui qui nous a abandonnés, mais celui qui est resté. Roberto pensait qu'il me laissait sans rien. Il ne savait pas qu'il me donnait tout, la chance de renaître, de me découvrir, de prouver ma valeur. Merci Roberto, merci d'être parti.
C'était le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Et voilà comment mon histoire se termine. Une histoire de douleur qui s'est transformée en force, d'abandon devenu libération, de trahison devenu dépassement. Une histoire qui a commencé avec un homme quittant la pièce et qui finit avec une femme conquérant le monde. Pour toutes celles qui regardent, qui traversent une épreuve semblable, souvenez-vous, vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Vous valez plus que vous ne le croyez, vous méritez plus que ce que vous acceptez. Ne laissez personne dire le contraire. Ne laissez personne diminuer votre valeur. La vie continue avec ou sans eux. Et croyez-moi, sans eux, ça peut être bien, bien mieux. C'est la parole de quelqu'un qui a survécu pour raconter son histoire. Parole de Marie-Hélène Fernandez. Mère, grand-mère, arrière-grand-mère, entrepreneuse, gagnante, survivante, femme, simplement femme. Et cela a toujours suffi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse chacune d'entre vous. Et rappelez-vous, la meilleure vengeance est de bien vivre. Ça a toujours été ainsi et ça le sera toujours. Jusqu'à la fin, mes chers. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. À bientôt, Monsieur O.